tous les voyants sont au vert ou presque. La croissance française a atteint 0,5% au troisième trimestre, a indiqué l'INSEE. C'est le quatrième trimestre consécutif qu'elle atteint ou dépasse ce chiffre, et la performance du deuxième trimestre ayant été déjà revue légèrement à la hausse, plus 0,6%, il est désormais probable que le PIB progressera de 1,8% cette année, soit un peu plus que ce qu'espère le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Voilà qui lui facilitera la tâche sur le front budgétaire. Denis Ferrand, bonjour. Vous êtes économiste, directeur de COE Rexecode, un centre d'études économiques indépendant. Quelles sont vos anticipations pour les prochains trimestres à venir? Il nous paraît raisonnable d'anticiper pour l'instant sur l'économie française, c'est que on voit bien qu'on est sur un régime qui est désormais stabilisé, avec une croissance qui paraît relativement saine, une croissance, donc on est sur un rythme instantané de 2%. Donc le 2% qui est espéré sur l'ensemble de l'année 2018, il est déjà là. Ça fait 4 trimestres de suite qu'on a une croissance qui est au voisinage de 2 et même un petit peu plus que 2 si on prend la moyenne des 4 derniers trimestres. Donc on a une croissance qui est là avec une consommation qui redémarre un petit peu, qui est soutenue par l'emploi dont on ne voit pas tellement de raisons qu'il flanche. Il y avait une petite inquiétude qui était liée à la fin d'une mesure qui avait été adoptée, une mesure d'incitation à l'embauche dans les PME pour des contrats d'une durée de plus de 6 mois. Cette mesure est venue à son terme au 30 juin et on craignait que l'emploi ne flanche une fois cette mesure arrivée à son terme. C'est bien, cette inquiétude se dissipe plus tôt. On a des orientations sur l'emploi qui sont quand même assez favorables, y compris dans les toutes dernières enquêtes de conjoncture. Donc la consommation est au rendez-vous, s'appuyant sur un socle qui est le socle des revenus primaires, les revenus tirés de l'activité, donc liés à l'emploi, avec des salaires également qui retrouvent déjà une orientation un peu positive. Sur l'investissement, on voit bien qu'il y a aussi eu un tournant qui a été adopté. Là encore a été surmonté le risque qui était associé à la fin d'une autre mesure, non pas celle de l'embauche dans les PME, mais celle de la mesure du suramortissement des investissements. Une mesure qui permettait aux entreprises de déclarer plus que la valeur de ce qu'elles investissaient dans leur compte, et ce de manière temporaire, afin d'avoir un effet de baisse de leur base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés. Donc dès lors qu'elles investissaient dans un certain type de biens d'équipement, eh bien elles pouvaient avoir une réduction de leur base fiscale à proportion du montant de l'investissement réalisé. Cette mesure est venue à son terme en avril, donc comme toute mesure temporaire, on craignait un contre-coup qui aurait pu se manifester, mais ce contre-coup n'est pas venu. De fait, on voit que l'investissement dans les entreprises reste encore sur une trajectoire positive et on est sur un niveau de taux d'investissement qui paraît assez positif et dont on ne voit pas tellement de raisons qu'il flanche aujourd'hui, parce que la situation des entreprises s'est un peu améliorée, mais pour des raisons qui sont quand même principalement circonstancielles, des raisons qui tiennent à ce qu'il y a l'ombre portée de la baisse passée du prix du pétrole qui est intervenue. Il y a également les mesures de politique économique, la faiblesse des taux, les mesures de politique économique type CICE, pacte de responsabilité, la faiblesse des taux, qui sont tous des facteurs qui ont contribué quand même sensiblement à l'amélioration des résultats des entreprises. Mais ce sont des facteurs sur lesquels les entreprises n'ont pas la main. Ce sont des facteurs qui sont de nature circonstancielle, qui sont exogènes au fonctionnement des entreprises. C'est pas elles qui vont décider du prix du pétrole, c'est pas elles qui vont décider de la mise en place de mesures de politique économique. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir une condition de croissance, de progression des résultats des entreprises qui repose plus sur des mécanismes de nature endogène, propres à l'activité des entreprises, et moins sur des éléments circonstanciels. Donc c'est ça qui fait qu'on pourra avoir ou pas la poursuite d'une dynamique favorable sur l'investissement. Et alors justement, l'élection d'Emmanuel Macron au mois de mai est-elle perçue comme positive pour l'économie et plus précisément pour l'an prochain, pour 2018 Bon, déjà, c'est pas une élection qui change le climat des affaires. Le climat des affaires était plutôt positif avant l'élection présidentielle. Enfin, il ne faut pas surjouer le résultat d'une élection présidentielle. En revanche, il faut beaucoup plus apprécier les mesures qui sont adoptées suite à une élection présidentielle. Donc, c'est évidemment les mesures, notamment de réforme du marché du travail, où un primat un petit peu plus important est donné à la négociation dans les entreprises pour pouvoir trouver des règles d'adaptation aux évolutions conjoncturelles. Un primat donné sur les accords des entreprises par rapport aux désaccords au niveau des branches ou noués au niveau de l'interprofession, donc des accords généraux. Donc ça, c'est une orientation qui est
saluée par les entreprises, qui est positive, avec également une meilleure anticipation des coûts de la séparation entre un salarié et une entreprise, et d'une certaine manière un encouragement à de la mobilité, à de la fluidité sur le fonctionnement du marché du travail, qui est plutôt salué positivement. Deuxième élément positif, deuxième élément de politique économique positif, en tout cas perçu comme tel dans le monde de l'entreprise, et qui est favorable à l'investissement, c'est le fait qu'on sorte de cette atypie fondamentale que l'on a en France, qui était d'avoir, dans certaines circonstances, une taxation on taxait plus les revenus du capital que le capital ne pouvait générer de revenus par un mécanisme compliqué où on taxe à la fois les revenus du capital et le stock de capital. Donc on taxe à la fois les flux et les stocks, et donc on pouvait avoir des situations totalement aberrantes, totalement anti-économiques, où l'intégralité, et même au-delà de l'intégralité des revenus du capital que vous pouviez dégager, dans certaines circonstances, partait en prélèvement et ne restait pas à disposition du détenteur du capital. Donc la réforme de la fiscalité du capital, l'introduction du prélèvement forfaitaire unique, est un élément qui vient corriger une atypie fondamentale de l'économie française, et donc c'est plutôt une indication qui est favorable. Quant à dire à quel horizon on doit en attendre un résultat en termes de stimulation de croissance économique additionnelle, c'est pas un effet qui va se voir sur l'exercice 2018. Il faut une adoption des conséquences de ces réformes par les acteurs pour que derrière vous ayez un changement de comportement. Donc on est beaucoup plus sur des réformes qui viennent déplacer vers le haut le niveau, le potentiel de croissance de l'économie française, le potentiel de production, la capacité à produire de cette économie, plus que cela ne vient changer la croissance à très court terme. La croissance à très court terme est beaucoup plus dictée par des circonstances d'environnement plutôt que par des circonstances de fonctionnement immédiate du marché du travail, de transformation de son organisation. Donc il y a un temps d'adoption qui fait qu'il faut attendre des effets beaucoup plus lointains, plus sur du moyen terme que sur un résultat très, très immédiat. C'est ça, hein, la présidence Macron est uniquement pour l'instant une présidence psychologique. Et alors justement, Denis Ferrand, psychologique, bon, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu rapide. Ça n'est pas une présidence psychologique, parce que les réformes qui sont adoptées sont des réformes qui sont fondamentales, mais il y a l'adoption des réformes qui, elle, prend inévitablement un peu de temps. Mais de toute façon, les ordonnances, c'est pas du psychologique, c'est quelque chose qui est désormais en application, tout comme la réforme de la fiscalité du capital est votée. Tout à fait, mais voilà, les résultats n'arriveront que dans 18 mois. Les réformes Schröder en Allemagne avaient mis 3 à 4 ans à porter leurs fruits. Donc voilà, il faut du temps également. Et alors justement, vos prévisions pour l'année 2018, on croule effectivement, on le voit actuellement sous les bonnes nouvelles, mois après mois, trimestre après trimestre, les bonnes nouvelles s'accumulent, ça va continuer ? Justement, nous préférons garder pour l'instant une posture assez prudente. Mais quand je dis prudente, c'est éviter de céder à l'emballement. Donc, c'est vrai qu'on serait tenté de se dire, ça y est, on a accéléré, et pourquoi pas aller au-delà de 2 sur l'ensemble de l'année. Je pense que justement, il faut revenir sur les éléments qui ont façonné cette croissance au cours des derniers mois, des derniers trimestres. La composante exogène que j'évoquais tout à l'heure, la composante pétrole, la composante taux, la composante euro, ces 3 composantes ont été quand même assez fondamentales. Elles ont joué fortement sur la dynamique de croissance, et quelques-unes de ces composantes se sont quand même renversées. On le voit sur le pétrole, 65 $ pour le baril de Brent. C'est un doublement du prix du pétrole par rapport au point bas que l'on avait en janvier 2016. L'euro à 1,16 n'est pas un euro qui est à un niveau d'irriment pour l'économie européenne, mais on est moins à l'aise que quand il était à 1,05 $. Et puis les taux, évidemment, la BCE ne va pas se précipiter pour remonter les taux, mais on a clairement changé d'environnement pour ce qui concerne les taux. Donc, les éléments exogènes sont moins porteurs désormais. Et puis, dans le cadre de l'économie française, se pose désormais un autre type de question. C'est-à-dire, c'est pas tant une question au regard du niveau de la demande qu'une question quant à sa capacité à tenir la cadence.
à tenir la cadence, est-ce qu'il y a une véritable aptitude à saisir les opportunités de la croissance. Et là, il me semble qu'il y a deux indicateurs qui sont assez intéressants à garder présent à l'esprit, qui sont la comparaison de ce qu'est notre dynamique d'exportation par rapport à ce qu'on appelle la dynamique de la demande mondiale adressée à l'économie française. La demande mondiale, c'est en gros quelle est la croissance des importations de mes partenaires. Donc, qu'est-ce que j'imagine être la croissance du marché auquel je m'adresse, et quelle est la croissance de mes exportations que je mets en regard. Eh bien, on se rend compte que, en gros, la croissance des importations des partenaires de l'économie française, c'est 5% sur l'année 2017. La croissance de nos exportations, c'est 3%. Donc, cela veut dire qu'en gros, on a moins cru que ce que nous promettait la progression des importations de nos partenaires. Donc, on a à nouveau des pertes de parts de marché qui s'opèrent. Et ça, c'est un premier indicateur qui dit bien qu'on a un peu de mal à capter une demande mondiale, non pas parce qu'on est mal spécialisé, mais parce que fondamentalement, on n'arrive pas à répondre. Et c'est là que je reviens à mon second indicateur, qui est celui que l'on appelle les difficultés d'offres. Vous avez l'INSEE qui interroge chaque trimestre les industriels et qui leur pose une question très très binaire. Il leur demande: est-ce que vous êtes plutôt confronté à des difficultés liées au niveau de la demande que vous percevez ou qui s'adresse à vous, ou est-ce que vous êtes plutôt freiné dans votre activité par des difficultés d'offres, parce que vous avez des difficultés de recrutement, parce que vos capacités de production sont insuffisamment développées. Et en fait, quand on regarde les résultats de cette dernière enquête, quand on prend les résultats de l'enquête d'octobre, par exemple, qui sont parus à la fin du mois dernier, eh bien vous vous rendez compte qu'on a retrouvé aujourd'hui une situation où il y a plus d'industriels qui se déclarent confrontés à des difficultés d'offres que d'industriels qui se déclarent confrontés à des difficultés de demande. Quand on se tourne du côté des services, quand on se tourne du côté de la construction, on voit là encore que les difficultés de recrutement, là, on parle spécifiquement de recrutement sur cette catégorie d'offres, les difficultés de recrutement se tendent à nouveau quand même très fortement, et c'est ça qui vient interroger notre capacité à avoir encore une accélération. Est-ce que vraiment l'économie française a une capacité à croître au-delà de ce 2%? Eh bien, je pense que c'est cette question qui va se poser de manière de plus en plus aiguë au cours des prochains mois, si tant est que l'environnement économique mondial reste aussi porteur que ce qu'il est actuellement. Oui, 9 entreprises sur 10 ont du mal à recruter dans la construction, 4 sur 10 au général. 9% de chômeurs aujourd'hui, voilà, bon, baisse au mois de septembre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, mais les 2 mois précédents avaient beaucoup augmenté. En lisant, en préparant cette entrevue, je lisais une étude de votre cabinet qui disait qu'il n'y avait pas d'accélération des salaires, mais au contraire une accélération des CDI. On n'a jamais créé autant de CDI que lors de ces dernières années. Quel serait le niveau de chômage incompressible en France aujourd'hui ? Mais on a l'impression que l'on n'en est pas très loin. Et c'est là qu'il y a une véritable question qui est une question fondamentale d'un problème d'appariement, d'association entre une offre et une demande de qualification, et un appariement qui semble mal s'effectuer au regard du taux de chômage que l'on connaît actuellement, et de voir déjà des difficultés de recrutement et l'économie française risquer de buter sur cette capacité à croître. C'est ça qui aujourd'hui nous pose fondamentalement question, et sachant que on peut se poser la question d'adaptation des qualifications demandées avec les qualifications qui sont offertes, et puis aussi la question générale du niveau de qualification de la main-d'œuvre. Je prends pour exemple l'enquête PIAC, ce qui est l'enquête un peu le pendant de l'enquête PISA, qui s'effectue auprès des élèves des classes primaires. Vous avez une enquête qui est réalisée par l'OCDE, une enquête internationale, qui essaye d'apprécier les qualifications moyennes de la main-d'œuvre, ou en tout cas de la population adulte. Mais on se rend compte que sur les capacités de l'anglicisme, mais les capacités en numératie, en littératie des adultes, mais on se rend compte que la France est quand même en retrait, et sensiblement en retrait de la moyenne des pays de l'OCDE, et en retrait également de l'Allemagne. Et ce, pour
quelque niveau de qualification que ce soit, pour quelques générations d'adultes que ce soit, plutôt les plus jeunes ou plutôt les plus âgés, quel que soit le niveau d'emploi que vous avez dans l'économie, eh bien, on a globalement un niveau de qualification, un niveau de compétences génériques, on va dire, plutôt plus faible en France que dans la moyenne de l'OCDE. Et c'est ça aussi qui pose quand même question sur aujourd'hui notre capacité à continuer à croître. Parce que de toute façon, la croissance, elle se résout dans deux dimensions. Une dimension qui est une dimension de nature quantitative. Quel est un peu le capital que je peux mobiliser et quelle est la quantité de travail, entre guillemets, que je peux mobiliser. Ça procède d'un emploi, ça procède d'un équilibre du marché du travail, d'un taux de chômage, ça procède également d'une durée du travail. Et puis, ça c'est la dimension quantitative. Et puis la deuxième dimension, qui est une dimension, on va dire, d'efficacité, c'est-à-dire la capacité à associer de manière productive le capital et le travail que vous mobilisez dans le travail, dans l'économie. Eh bien, on se rend compte que la croissance du stock de capital ralentit, que rapidement sur notre capacité à développer de l'emploi, eh bien, on peut buter sur un problème de qualification d'une manière générale. Et puis, bien, in fine, nos gains de productivité ont ralenti, ce qui fait que quand on fait l'ensemble de la somme de ces éléments de nature quantitative et de nature d'efficacité des gains de productivité, on se rend compte que le potentiel fondamental de l'économie française n'est pas un potentiel à 2%. Le potentiel de l'économie française, c'est plutôt quelque part entre 1 et 1,2% de croissance par an. Alors oui, on peut faire quelques années, 1, 2, 3 années à un rythme de croissance de 2%, mais très rapidement, eh bien, on vient buter sur des contraintes, sur une forme de saturation de l'utilisation de capacités qui sont malheureusement insuffisamment développées. Denis Ferrand, l'économie mondiale à présent. Brexit, élection de Trump, tensions entre États-Unis et Corée du Nord, mais aussi catastrophes naturelles. L'ensemble de ces activités constituent des risques qui pourraient à terme menacer ce regain d'activité dans les économies avancées et sur les zones émergentes. Alors, il y a plusieurs sujets. J'aurais ajouté aussi évidemment le sujet qui est un peu l'antienne du FMI sur les derniers temps, qui était le très fort développement de l'endettement dans l'ensemble du monde, et notamment dans les économies émergentes. Oui, nous sommes plus endettés qu'il y a 10 ans, en 2007, avant la crise. Oui, tout à fait, tout à fait. Notamment en Chine, c'est là qu'il y a eu un déploiement quand même très important de l'endettement notamment des entreprises, les feux ont été poussés quand même vraiment très très loin sur cet aspect. Donc il y a cette inquiétude forte sur les niveaux d'endettement qui sont pour l'instant soutenables. Parce que partout les taux sont quand même effondrés, ça de manière assez claire. Donc on a vraiment des taux qui partout sont très bas. Donc ça rend jusqu'à présent l'endettement soutenable, mais on est déjà en train de passer un peu des seuils d'alerte. Par exemple, quand vous regardez ce que représente le service de la dette en Chine, donc ce que l'ensemble des agents privés doivent sortir pour à la fois payer les intérêts, mais également pour rembourser les échéances du capital, eh bien, on est passé sur des masses qui représentent désormais 20% du revenu des agents privés. Donc 20% du revenu part au service de la dette, remboursement des intérêts et du capital. C'est des proportions qui sont comparables à celles que, par exemple, pouvait connaître un pays comme la Corée au moment du déclenchement de la crise de 97. Donc il y a des seuils d'alerte, clairement, qui sont atteints de ce côté. Pour autant, même, sur l'activité mondiale, il est certain que le Brexit est un élément d'inquiétude qui est à nos frontières et qui porte sur la capacité de croître de l'économie britannique, qui est une économie fondamentalement déséquilibrée, une économie dont à la fois les ménages, les entreprises et les administrations publiques présentent un besoin de financement, ce qui est le corollaire d'un déficit courant extrêmement prononcé du côté britannique. Et on a des ménages, par exemple, qui ont épuisé leur capacité d'épargne sur la période récente pour pouvoir continuer à soutenir un flux de consommation. Donc il y a clairement une inquiétude à avoir du côté britannique, qui plus est si les négociations de sortie s'enveniment entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Donc clairement, c'est une épée de Damoclès qui est là. Puis d'une manière peut-être plus générale, c'est un peu la sortie, comment est-ce qu'on arrive à se faire la sortie de cette mitridatisation que l'on a eue, cette mitridatisation par les taux bas, probablement un peu trop longtemps. On voit bien que on ne sait pas véritablement sortir de cette phase et de cette phase de politique monétaire extrêmement souple. Alors la Fed le fait très progressivement et donne un petit peu l'orientation générale du chemin qu'emprunteront par la suite notamment la BCE, la Banque de Suisse ou la Banque de Suède. Mais justement, la Suède, par exemple, est un cas très intéressant que l'on ne regarde pas beaucoup. Mais la Suède, c'est une économie qui croît de plus de 4%, qui a une bulle immobilière qui s'est formée, qui a un déficit commercial, ce qui n'a jamais été vu dans une économie comme la Suède en 40 ans, et pour autant, mais qui a encore des taux directeurs négatifs. Donc on est dans une situation où vous avez tous les stigmates d'une surchauffe dans certaines économies qui ont poussé très loin les feux de la baisse des taux et de la politique monétaire extrêmement souple. Et pour autant, il y a la réaction qui sera une réaction, on va dire, classique, si on regardait les canons habituels de l'analyse économique, le mouvement qui devrait être celui d'une hausse des taux d'intérêt, eh bien ce mouvement ne se fait pas parce que derrière, il y a une perception d'un risque de remontée de la valeur de la couronne suédoise, enfin dans ce cas précis, contre l'euro, et donc d'un risque de perte de compétitivité et d'aggravation, ce faisant, du déficit commercial suédois qui pourrait intervenir. Donc, si vous voulez, moi, ce qui plus que des spots, plus que des risques spécifiques, c'est un peu cette inquiétude, cette perte un peu de contrôle, de reprise de main sur les trajectoires de politique économique qui aujourd'hui viennent un peu m'inquiéter, parce qu'on voit bien qu'on sait qu'il faut sortir des politiques monétaires, ne serait-ce que pour se donner un peu de souplesse et une capacité de réaction quand il viendra inévitablement un petit retournement conjoncturel. Il faut se redonner des armes, recharger un petit peu le bazooka dont Monsieur Draghi s'était prévalu à un moment. Il faut recharger les armes et on n'ose pas le faire, on le fait à pas extrêmement compté et on risque de se retrouver nu le jour où viendra le prochain ralentissement conjoncturel. Alors est-ce que ce ralentissement viendra des États-Unis? Peut-être, c'est vrai que comme le dit souvent Janet Yellen, les cycles ne meurent pas de vieillesse. C'est pas parce que ça fait 100 mois désormais consécutifs de croissance que l'on observe aux États-Unis, ce qui en fait l'une des phases de croissance les plus longues qu'ait connue cette économie, que désormais le cycle doit s'arrêter. Mais il ne faut pas passer sous le radar quelques indications quand même assez fortes qui apparaissent notamment dans l'orientation de la réforme fiscale américaine. Le risque de déception est peut-être important, c'est-à-dire que cette réforme fiscale ressemble un peu à une opportunité ratée, une opportunité qui aurait été celle de créer les conditions d'une augmentation du potentiel de croissance de l'économie américaine, parce que tout à l'heure on en parlait dans le cas de la France, une croissance potentielle que l'on peut estimer aux environs de 1,2. Dans le cas des États-Unis, ce potentiel de croissance, il a fléchi et dans des proportions quand même assez marquées, d'un rythme de 3% dans les années 2000, il est désormais plutôt un petit peu en dessous de 2%, aux environs de 1,8. En tout cas, c'est l'estimation que donne le Congressional Budget Office. Donc on voit bien qu'il y avait cette réforme fiscale aurait pu être l'occasion par un encouragement de l'investissement, par un encouragement de l'entrepreneuriat, aurait pu être un moment précieux pour relancer le potentiel. C'est une opportunité qui est ratée parce qu'il y a un peu de saupoudrage entre une politique de stimulation de l'offre, encourager l'investissement, et également une politique de stimulation de la demande, mais dans une enveloppe réduite, ce qui fait que l'effet global risque d'être par trop saupoudré pour permettre véritablement de soutenir encore le cycle économique et peut-être créer les risques d'une petite déception quant à la trajectoire de cette économie. Donc, si vous voulez, c'est un peu moi ce qui me frappe sur la période récente, c'est un peu la fuite en avant que l'on a eu sur la politique monétaire, que l'on a eu sur l'endettement, que l'on a également en termes de réforme fiscale, notamment aux États-Unis. Il y a eu des formes de fuite en avant et on ne sait pas forcément très bien rétropédaler, on n'a pas appris forcément très bien à le faire et donc on risque, alors que la période est quand même très favorable, on l'a vu à quelques reprises évoqué, c'est le fait que dans l'économie mondiale, toutes
les économies nationales quasiment sont en croissance, enfin toutes les principales, et je crois que c'était le FMI qui s'était amusé à ce comptage et il observait qu'il n'y avait que 5% des économies nationales qui auraient sur 2017 une progression de leur PIB, une progression négative de leur PIB, une contraction de leur PIB. Donc c'est exceptionnel. On a vraiment une mise en phase de toutes les économies dans le monde qui est tout à fait exceptionnelle. Et pour autant, eh bien, on ne se donne pas cette période propice, on ne profite pas de cette période propice pour pouvoir recharger un peu les amortisseurs quand viendra le prochain retournement. Merci beaucoup Denis Ferrand d'avoir accepté notre invitation, directeur général de COE Rexod, qui est un centre d'études économiques indépendant. Merci.